C'est une attaque sans précédent contre la recherche scientifique qu'a entrepris Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, notamment en ce qui concerne l'environnement. Alors c'est un sujet qui est passé pas mal sous les radars et pourtant les conséquences pourraient être mondiales. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off et sans la caméra pour quelques jours puisque je suis en déplacement. L'occasion de vous inviter à pourquoi pas suivre ce format directement en version podcast audio. C'est dispo sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Vous tapez Hugo Décrypte et vous pourrez retrouver d'ailleurs directement sur le podcast les actus du jour, mais aussi notre format d'interview. Alors, depuis que Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis au mois de janvier dernier, plusieurs mesures ont été prises qui s'attaquent directement à la recherche scientifique. Dans le domaine de la santé, les scientifiques du HHS, qui est donc le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, ont reçu l'ordre, au moins temporairement, de suspendre toute communication publique dès le 22 janvier. Résultat, par exemple, le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité qui est publié par l'agence responsable de la prévention des maladies a été temporairement interrompu, retardant la publication, par exemple, d'informations sur des urgences sanitaires comme la grippe aviaire H5N1. Les chercheurs de cette agence ont ensuite tout simplement été soumis à une censure sur des termes liés au genre ou encore à la diversité. Et plus largement, en fait, ils ont reçu une liste de mots qu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser dans des publications scientifiques comme les mots transgenre, LGBT ou encore non-binaire, quelle que soit par ailleurs la publication en question ou le sujet évoqué. Alors il faut noter depuis qu'une décision de justice a finalement obligé la réintégration de certains contenus, mais elles sont désormais accompagnées de bandeaux qui remettent en question leurs propos. Toujours dans le domaine de la santé, sans rentrer dans les détails, les NIH, donc les Instituts Nationaux de la Santé, ont réduit l'argent que les universités peuvent utiliser pour le bon fonctionnement de leurs recherches. Par ailleurs, plus de 1000 employés de ce secteur ont été licenciés. Autre élément que l'on peut noter, pour respecter là toujours les décrets et les décisions de Donald Trump, la NSF, donc la National Science Foundation, a changé ses critères pour accorder des financements. Certains projets qui utilisaient des mots-clés liés à la diversité ou encore aux inégalités socio-économiques ont par exemple été exclus. On parle par exemple des mots handicap, activisme ou encore diversité. Et tout cela a conduit à l'annulation de certains programmes et à des suppressions de postes. Autre exemple, lui en l'occurrence on en a déjà pas mal parlé, l'USAID, donc l'agence américaine pour le développement international, qui est très active dans l'aide humanitaire et la santé à travers le monde, a été démantelée très rapidement. Là-dessus, je vous renvoie aux actus du jour qu'on a publiés il y a quelques jours. Mais d'autres agences ont aussi été ciblées. On peut parler du NOAA, c'est en fait le plus grand fournisseur mondial de données météorologiques et climatiques. Il a annoncé des centaines de licenciements. Il faut savoir que cet organisme, il est ciblé très régulièrement par le clan de Donald Trump, notamment par le Heritage Foundation. Le Heritage Foundation, on en a parlé là aussi à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est la fondation derrière le projet 2025 et qui s'oppose justement au travail de recherche sur le changement climatique qui est effectué par l'organisme. Autre élément que l'on peut noter, la suppression massive de données scientifiques a atteint un niveau record. Depuis le 20 janvier, c'est plus de 2000 ensembles de données qui ont disparu des bases accessibles au public, en particulier ceux traitant du climat, de la diversité et de l'inclusion. Il y a de nombreuses pages de sites gouvernementaux qui publiaient des rapports ou autres qui ont été tout simplement supprimés du jour au lendemain. Bon, et puis enfin, tout ça se déroule dans un contexte plus large. Là aussi, on en a parlé, mais les États-Unis ont annoncé se retirer de l'accord de Paris pour le climat. Ils ont aussi annoncé se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, comme Donald Trump l'avait fait déjà à l'époque. Alors, comment expliquer cette purge massive avec la suppression de documents et avec donc le licenciement de centaines et de centaines de personnes ? Eh bien, la première motivation affichée, c'est une question de réduction des coûts. Mais au-delà de ça, beaucoup estiment qu'il y a aussi véritablement une dimension idéologique et une attaque contre certains éléments de la recherche scientifique. Sur les sujets environnementaux, par exemple, Donald Trump, mais aussi son entourage à plusieurs reprises, ont montré une forme de scepticisme, voire de rejet d'une potentielle implication de l'humanité dans ce changement climatique. Là-dessus, c'est pas nouveau, je vous renvoie à des vidéos qu'on a déjà consacrées au sujet. Alors rapidement, quel est l'impact de toutes ces mesures ? Faut savoir que depuis plus de 70 ans, les États-Unis dominent la recherche scientifique mondiale et en raison de nombreux partenariats noués avec des laboratoires américains et des programmes internationaux financés par leurs agences, de nombreux scientifiques ne savent donc pas aujourd'hui où est-ce qu'ils pourront poursuivre leurs travaux ou recruter des nouveaux étudiants en doctorat. Pour les États-Unis, il y a donc un risque de fuite des cerveaux avec potentiellement des scientifiques qui vont bouger pour pouvoir continuer leurs recherches. Mais évidemment, au-delà donc de la question de ces scientifiques, il y a aussi des conséquences plus larges sur l'avancée de la recherche. On peut prendre l'exemple de la NOAA qui joue un rôle clé dans l'alerte et la prévention des catastrophes naturelles comme les ouragans ou encore
encore les incendies. En supprimant des postes au sein de cette agence, beaucoup estiment que le gouvernement affaiblit sa capacité à anticiper et à gérer ces phénomènes climatiques extrêmes et mène donc à un risque accru pour la population. Les conséquences mondiales sont aussi nombreuses, on l'a déjà dit, en mettant fin à l'USAID qui représente à elle seule 42% de l'aide mondiale. Trump a provoqué la fermeture de nombreux projets dans plusieurs pays. Selon l'UNICEF, des millions d'enfants en subissent déjà les conséquences, notamment en Haïti, mais aussi en Afrique, où certains essais cliniques ont dû être interrompus du jour au lendemain sur le continent. Alors rapidement, pour terminer, quelles sont les réactions à ces différentes mesures ? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place pour sauvegarder les sites gouvernementaux et suivre la suppression des données. Il y a notamment le travail du projet Internet Archive qui fait un gros travail sur le sujet et je vous mets des liens en description. Il y a aussi un autre site qui a pour objectif de tenter de suivre toutes les suppressions de postes partout aux États-Unis dans le domaine de la science et là aussi je vous mets un lien en description. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au-delà aussi des travaux de conservation des données, il y a des recours en justice qui ont été engagés et d'ailleurs le 27 février, un juge a annulé certains licenciements au sein de plusieurs agences fédérales. Ça concerne quand même plusieurs centaines de personnes. Il y a aussi une mobilisation avec des tribunes qui ont été signées par les scientifiques. La revue spécialisée Nature a par exemple rappelé dans un papier qu'une attaque contre la science, où qu'elle se produise, est une attaque contre la science partout dans le monde. De son côté, l'Académie des sciences françaises s'est dite très préoccupée par la situation aux États-Unis. À noter par ailleurs que le 7 mars prochain sera organisée aux États-Unis la journée Stand Up for Science. L'objectif est de protester partout dans le pays pour défendre la science. Et le même jour, une journée de mobilisation sera organisée dans chaque ville universitaire en France. Voilà donc pour ce sujet qui me semblait intéressant à traiter, qui est peut-être passé sous les radars ces derniers jours, alors que vous l'avez compris, les conséquences peuvent être nombreuses. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu alors qu'on a appris hier soir que le gouvernement américain avait ordonné la suspension temporaire de l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé ce mardi une trêve dans les airs et en mer immédiatement pour entamer des discussions de paix avec la Russie. Il a détaillé cette trêve dans un long tweet. Alors la trêve dans le ciel consisterait en une interdiction des missiles, des drones à longue portée, des bombes sur les infrastructures énergétiques et d'autres infrastructures civiles. Il souhaite également la libération des prisonniers et une trêve maritime immédiate. Tout ça à condition que la Russie, je cite, fasse de même. Le président ukrainien a par ailleurs assuré être prêt à travailler sous la direction ferme du président Trump, tout en affichant sa reconnaissance envers les États-Unis et son envie de rectifier le tir après leur altercation à la Maison-Blanche vendredi dernier. Il a réaffirmé aussi sa volonté de signer l'accord sur les minerais et la sécurité à tout moment et sous toute forme qui conviendra à Donald Trump. Et vu qu'on parle de Donald Trump, le président américain a signé ce lundi un texte qui augmente les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu'ici. Il a aussi confirmé des droits de douane de 25% dès ce mardi sur tous les produits canadiens et mexicains, à l'exception des produits énergétiques canadiens qui ne seront taxés qu'à hauteur de 10%. En réponse, le Canada et la Chine ont augmenté eux aussi leurs droits de douane sur les marchandises américaines. Enfin, toujours sur ce sujet des États-Unis, de l'Europe et de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé ce mardi son plan pour réarmer l'Europe, qui prévoit de mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense européenne. On parlera de tout ça plus en détail dans la une de demain. Deuxième actu, le bilan du cyclone Garance, qui a frappé la Réunion ce vendredi, s'est alourdi à 5 morts après la découverte du corps d'un homme, a annoncé ce lundi la préfecture du département d'Outre-mer. Cet homme faisait partie des personnes portées disparues dans le cyclone qui a fait au moins 5 autres blessés et provoqué d'importants dégâts. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, doit se rendre sur l'île ce jeudi et ce vendredi pour définir les aides nécessaires pour faire face à l'ampleur des dégâts causés. Le département d'Outre-mer demande notamment la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole pour obtenir des aides. On vous tiendra au courant. Troisième actu, la congrégation religieuse qui a longtemps dirigé l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram, qui est au cœur d'une affaire de violence physique et sexuelle, a reconnu ce mardi sa responsabilité dans les souffrances des victimes. Le prêtre Laurent Bachot, qui s'est exprimé au nom de ses pairs auprès de l'AFP, a aussi annoncé le lancement d'une commission d'enquête indépendante financée par la congrégation pour, je cite, identifier les causes de ces abus massifs commis durant des décennies. Et d'ailleurs, au sujet de cette affaire, les signalements à la justice visant le Premier ministre François Bayrou ont été classés sans suite ce lundi. Si vous n'aviez pas suivi, 2 députés La France Insoumise avaient saisi la Cour de justice de la République, estimant que François Bayrou n'avait pas dénoncé les faits de violence sur mineurs dont il avait été pourtant informé lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Et donc la justice estime finalement qu'aucune infraction ne peut être caractérisée à l'encontre de l'actuel Premier ministre. Quatrième actu, les cancers du cerveau, du rein, du sein ou colorectal sont de plus
en plus fréquent chez les 15-39 ans. C'est ce que conclut une étude publiée ce lundi par Santé publique France en partenariat avec l'Institut national du cancer. Au total, 6 cancers sont mis en évidence, mais il est encore difficile de savoir si l'augmentation est due au nombre de diagnostics, qui sont de plus en plus fréquents, ou s'il s'agit bien d'une réelle hausse des cas de cancer. En revanche, les cas les plus graves de certains cancers ont diminué sur la période de 20 ans étudiée. C'est notamment le cas des mélanomes, un type de cancer de la peau. Ce serait probablement en lien avec les mesures de prévention selon l'étude. J'en profite pour vous dire que ce mois-ci a lieu Mars Bleu, une opération qui vise à sensibiliser sur le dépistage du cancer colorectal qui touche 47 500 personnes et qui tue 17 000 personnes chaque année en France. D'ailleurs, la Ligue contre le cancer a lancé une campagne qui s'appelle Vachier. Bon, ça a le mérite d'être assez explicite. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. 5e actu, à partir du 2 avril, il faudra payer 12 € pour se rendre au Royaume-Uni. Ça concerne aussi les bébés, les enfants ou les voyageurs qui sont simplement en transit. Le visa permettra de rester jusqu'à 6 mois au Royaume-Uni et sera valable 2 ans. C'est un petit peu le même principe que l'ESTA pour aller aux États-Unis. Selon le gouvernement britannique, ce système est censé renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et moderniser le système d'immigration. Le Royaume-Uni promet une réponse à toute demande sous 3 jours ouvrés. Je vous mets des liens en description si vous voulez connaître la marche à suivre. Et on termine avec cette actu sport. Le judoka français et quintuple champion olympique Teddy Riner a annoncé ce lundi lancer sa propre compétition de judo pour les amateurs. Cette compétition, baptisée la Riner Cup, aura lieu les 5 et 6 avril à Asnières, près de Paris. L'objectif, c'est de rassembler des judokas amateurs des catégories cadet, junior et senior, ouvertes à tous à partir de la ceinture verte. C'est une ceinture qu'on obtient au niveau intermédiaire après une bonne maîtrise des techniques fondamentales. Selon Teddy Riner, l'objectif est notamment, je cite, de redonner au public l'amour qu'il a reçu au cours de sa carrière. Les gagnants devraient recevoir une somme d'argent pour les adultes et des cadeaux pour les enfants. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors je le disais, cette semaine je serai en voix off et sans la caméra. L'occasion pour vous, pourquoi pas, de suivre ce format directement en version podcast. C'est disponible sur toutes les applications, vous tapez Hugo Décrypte, vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.